coups de cœur, mais aussi des vôtres. Rejoignez-nous sur Facebook et sur Instagram. Participez à nos nombreux concours pour gagner des jeux, des goodies. On fait tout ça pour vous. Non mais là, c'est pas possible, la vidéo de présentation, c'est... ça a pris un coup de vieux. Ouais, non, les clignotants, c'est... C'est coup de vieux. Un peu, c'est vrai. Bon. Faudrait la moderniser, quoi. Oh, mais oui. Il faudrait la faire plus accessible à plein de gens, tu vois, qu'on fédère plus de gens. Ah, quelque chose de genre un peu international. Welcome at Jeux des cartes Bordeaux, or plutôt on the chain YouTube of Jeux des cartes Bordeaux. We are a boutique in the centre-ville of Bordeaux and we are passionnés. Every week we are talking about new board games avant-première and of course our coup de cœur. Join us on Instagram and Facebook. Participate to our games to win games and goodies. Help us and we will help you. Alors, see you bientôt. Ah oui, ah oui. Ah, c'est mieux là. Bah c'est mieux. Ouais. Parfait. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, bonjour tout le monde. J'aurais pu faire cette intro en anglais, mais j'avais pas envie parce que j'ai pas trouvé de jeu de mots. Ça doit être super dur. Good morning, good mormo, mirbon, ça ressemblera à rien. Il n'y avait pas que de l'anglais là. J'ai tenté un truc, j'ai changé, bref. Vous avez participé probablement au concours de la semaine dernière pour gagner un La Tabuse qui est à l'envers. Impressionnant. Incroyable. La Tabuse, eh bien, il y a eu un vainqueur et ce vainqueur, ton nom s'affiche sûrement par ici, là où j'aurai de la place de le mettre. Donc bravo à toi, tu as gagné ce petit La Tabuse. La réponse était bien 471. Il y a eu beaucoup de 470 de mémoire. Ouais, ben non, 471 à un près. Tu as gagné ce petit La Tabuse. Si tu es sur Bordeaux, tu peux venir le récupérer. Sinon, bah, contacte-nous très rapidement, comme ça on peut essayer de te l'envoyer, mais il faut que du coup tu nous donnes des coordonnées, tu nous donnes des infos. Bref, on échange et comme ça tu récupères ton La Tabuse. Est-ce que j'ai tout dit pour cette intro? Oui. Très bien. On va donc pouvoir commencer à présenter les nouveautés. Première nouveauté, on a reçu est disponible maintenant à la boutique. Oh waouh. Lynx de chez Matago, un jeu de Fabrice Puléo. Un jeu qui à la base devait s'appeler Chifoupion. Chifoupion. Pourquoi? Parce qu'en fait Lynx, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo qu'on a déjà faite sur le focus sur Lynx, c'est un jeu en fait qui mélange le Shifumi et le Morpion, d'où le nom Chifoupion. Mais je pense que c'était pas très vendeur. Et effectivement, je trouve que Lynx pour le coup parle à un peu plus de gens et c'est vrai que ce côté connexion, enfin Lynx, je trouve que le nom est plutôt bien trouvé. En plus, il y a cette petite croix qu'on retrouve dans ce côté un peu de ciseaux et de papier caillou ciseaux. Alors déjà, en termes d'édition, c'est plutôt cool parce que on va avoir une boîte un peu... Alors c'est un peu plus grand que Punto, mais l'avantage c'est que ça va bien se condenser et qu'on a une boîte qui est bien pensée. On va pouvoir ouvrir et dedans vous avez toutes les tuiles. Donc vous avez 4 ensembles de tuiles puisqu'il y aura toujours un ensemble de tuiles par joueur. C'est un jeu pour jouer de 2 à 4. En compétition évidemment, mais à 4 vous pouvez y jouer. Merci. Hop, petite boîte qui s'ouvre très simplement. Et voilà, on a ce genre de choses. Magnifique. Merci Alice. Le rangement est impeccable. Ça c'est très propre. Hop, et ça tient. On n'est pas obligé de frotter la tranche. Parce que ça tient tout seul en fait, c'est ça qui est cool. On va du coup avoir dans la boîte donc 4 piles de tuiles, une vingtaine de tuiles. On va du coup avoir un jeu compétitif pour 2 à 4 et comme je disais en fait à 4 on peut y jouer aussi pas en coopératif mais en équipe, en 2 contre 2 et ça devient du coup, ça donne une dimension assez intéressante au jeu. La mécanique de jeu c'est très simple, c'est un jeu de pose de tuiles, on va jouer sur un carré alors soit de 4 par 4 soit de 5 par 5, ça dépend du nombre de joueurs et à chaque tour en fait vous allez avoir des tuiles en main et vous allez pouvoir poser une tuile en essayant de faire un alignement de 3 tuiles de votre couleur évidemment alignées comme un morpion. Ça peut être verticalement, horizontalement ou en diagonale. Ok, donc là tu gagnes si tu fais ça. Exactement, si je fais ça j'ai gagné. Ok. On pourrait aussi quand on joue une tuile ne pas la jouer face visible, on peut également la jouer face cachée et pour ça en fait on se base sur le papier caillou ciseaux où on va avoir justement la feuille qui va pouvoir recouvrir la pierre. Ça peut être une pierre adverse mais ça peut être aussi une pierre à moi-même. J'ai le droit de recouvrir mes propres tuiles. L'intérêt de jouer face visible sur les angles, vous voyez qu'il y a 2 tuiles, ça veut dire que quand je joue face visible, je repioche à la fin de mon tour immédiatement 2 tuiles. Donc ça me donne plus de choix. Pas mal. Si par contre je joue face cachée, bah du coup c'est cool mais en même temps bah, c'est pas bien parce que je repioche pas. En contrepartie bah, je bloque l'avancée de mes adversaires. Bien sûr. Je vous ai quasiment expliqué tout le jeu en fait, je pense que j'ai même tout expliqué. L'idée c'est que pour gagner il faut faire un alignement de 3 de vos tuiles de votre couleur, soit on va dire au premier niveau, c'est-à-dire les 3 faces visibles, soit au contraire les 3 sont face cachée. À partir de ce moment-là bah, j'ai gagné la partie. Ce qui est cool quand on joue du coup en équipe, à 2 contre 2, c'est que vous créez un petit peu des ouvertures. Vous posez un ciseau en espérant que le joueur plus tard il pourra poser une pierre par-dessus. Ça permettra justement de s'agencer ensemble pour gagner la partie, tout simplement.
C'est méga simple à prendre en main. C'est très bien édité parce qu'on aurait pu avoir des petites cartes. Le prix, je vous le dis, c'est 14 € de mémoire. Et pour le coup, on n'a pas des cartes de mauvaise qualité, on a des super bonnes tuiles. On a un jeu qui reste très lisible, ma foi, ce qui peut être très difficile sur des jeux abstraits. Et je pense que j'ai quasiment... Bah oui, hein, bien sûr, bien sûr. C'est très efficace. Si vous voulez encore plus d'informations sur la mécanique, même si je vous ai dit beaucoup de choses, vous pouvez aller voir notre focus sur Lynx. Plus rapidement encore, on reste chez Matago. On va avoir Evenfall qui est arrivé aussi, qui avait un peu buzzé quand même à Essen, qui avait fait beaucoup parler de lui, notamment je pense pour ses illustrations. Normalement on doit y jouer avec Antoine la semaine prochaine. Exactement. Donc là, clairement, je ne rentrerai pas dans les détails, et je le dis, je le fais, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. C'est de nouveau encore chez Matago, c'est un jeu de Stefano Di Silvio, c'est illustré par Martin Motet, pardon, je vais y arriver, et c'est très joli vraiment en termes d'illustration. Pour ceux qui aiment notamment cette image, j'allais dire, mais aussi Res Arcana par exemple, c'est un peu de cette vibe là. Un jeu à partir de 14 ans et plus, parce qu'évidemment c'est un jeu plutôt expert. 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo, 90 minutes la partie, je pense qu'effectivement on est plutôt sur 20-30 minutes peut-être par joueur. Alors c'est du très gros jeu, thématiquement c'est plutôt des sorcières qui vont essayer un peu de prendre le pouvoir, si on veut, de dominer un peu le monde. Et en fait chaque joueur va avoir un petit plateau devant soi, donc là ils vont vous faire un petit encart où on voit énormément de choses. Donc il y a des petits plateaux au centre qui vous indiquent différents lieux que vous allez pouvoir posséder durant la partie. Vous avez chacun un plateau sur lequel vont se disposer des cartes autour de ce plateau là. Donc vous allez avoir des cartes qui sont plutôt sur votre gauche avec différentes capacités. Vous allez pouvoir les mettre des sorcières dans votre couvent qui vont en fait se symboliser par l'effet du bas de la carte que vous allez glisser en dessous. Vous allez avoir des lieux que vous allez pouvoir récupérer, et il y a un système où vous aurez des cartes qui sont au-dessus qui vont déclencher des effets mais que vous essaierez d'envoyer en bas pour en fait marquer des points en fin de partie. Donc il y a toute une gestion de cartes. C'est un jeu de combo de cartes, de gestion de main évidemment, et également de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, puisque à chaque tour on va avoir en fait, on va dire qu'une partie se déroule en 3 années, 3 grandes manches, et chaque manche est divisée en 4 phases. Il y a une phase de ce qu'on appelle une phase en anglais de scout, donc d'éclairage, je pense, d'éclairage, pas trop de découverte, et en fait c'est là où on va tout simplement récupérer ce qu'on a le droit de récupérer entre guillemets. Type des ressources en fait que vous gagnez en début de partie, et notamment refaire votre main. Ensuite vous arrivez sur une phase entre guillemets d'action qui va se faire jusqu'à ce que tous les joueurs auront passé. Cette phase d'action va regrouper énormément d'effets, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous aurez moyen de jouer des cartes différemment, comme je vous l'ai expliqué, en fonction de leur position où vous les mettez. Vous aurez également la possibilité d'aller récupérer des lieux que vous allez tenter de contrôler, et donc en fait le plateau joueur divise votre zone de jeu en 2 phases, une phase extérieure qui est en haut, une phase intérieure, donc la phase intérieure est plus intéressante pour les points de victoire. Une fois que tout le monde a fait les différentes actions et que tout le monde a passé, on arrive à une phase en gros de bataille où on va essayer de se récupérer des pierres, des espèces de pierres runiques qui peuvent vous servir durant la partie pour des pouvoirs. Vous allez pouvoir récupérer également des points de victoire sur différents objectifs, un peu à la Wingspan si on veut. Et une fois qu'on a fait ça, on a la dernière phase qui est la phase de réinitialisation pour la nouvelle année, etc. etc. Ok. Je rentre pas dans le détail, mais je pourrais mieux vous l'expliquer une fois que j'y aurai joué. Ça a l'air très riche. Ouais, ça a l'air très riche. J'ai vraiment hâte d'y jouer parce que je trouve que les cartes souvent sont dans des jeux vont être très jolis, mais vont perdre en lisibilité. On peut trouver ça dans beaucoup de jeux, mais en l'occurrence là, on n'a pas cette dichotomie qui se crée entre le texte et l'information importante qui se dissimule dans les illustrations. Je trouve que le design est absolument magnifique, mais c'est subjectif. Vous pouvez également apprécier le design de Loot, parce que pour le coup, Loot, ça va être illustré par Naya. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais on a 2 jeux qui sont illustrés par la même personne, qui sont... c'est vrai ça. C'est incroyable. Donc Loot, qui est pour le coup plus chez Matago, mais chez Gigamix, c'est à partir de 10 ans, c'est 2 à 4 joueurs, je pense que c'est des parties d'environ 30 minutes, 40 minutes si on joue à 4. C'est un jeu dans lequel, donc là je retourne la boîte typiquement pour montrer des fois le dos de boîte, parce que on dit des fois les dos de boîte sont mal faits, bah là pour le coup le dos de boîte il est bien fait. Ça c'est très agréable en tant que ludicaire. Phases de jeu qui sont très bien résumées, on voit bien le plateau, il n'y a pas des aplats de texte qui nous cachent les choses, mais pour le coup on a quand même une boîte ouverte, donc vous pouvez aussi apprécier de voir le matos en vrai. On a des petits jetons comme ceci avec des petites ressources, des petits objectifs qu'on va tenter de réaliser qui sont des bâtiments, des dracars ici, donc en fait on a chacun un petit plateau qui est notre fjord, sur lequel on va aller placer différentes ressources et différents bâtiments qui vont se placer également, ainsi que des dragars qui vont être en gros des objectifs pour marquer des points. On va avoir ici une carte qui va être une zone commune à tous les joueurs. Il va y avoir au bout de la carte ici
la mer, où on va avoir différents dracars, différentes constructions. Et sur le plateau, on va retrouver différents éléments, différentes zones des cases ici qui sont des ressources. Il y en a de 4 types. Il va y avoir les haches, les moutons, l'or et puis les arbres qu'on va retrouver dans les forêts, dans les prairies ici et puis dans les zones de guerriers. Et on va avoir des bâtiments. Il y en a 3 types. Il y a les tours, les maisons et puis les châteaux. La partie prend fin quand tous les vikings ont été joués, mais comment se passe un tour? C'est très simple. Et bien en fait, on a trois phases. La première phase elle est obligatoire, c'est je prends mes vikings et je me place sur le plateau. Alors évidemment je peux me placer où je veux, il faut que je me place déjà sur un emplacement qui est libre et qui soit adjacent à un autre viking, qu'importe s'il est de ma couleur ou celle d'un autre joueur, ou alors adjacent à un drakkar. Donc au début forcément vous venez de la mer, donc vous allez tous vous placer près des drakkars, et après on va pouvoir s'appuyer sur le placement des autres vikings. Là typiquement si je me place ici, admettons, et bien tout de suite je vais récupérer la ressource qui correspond à la case sur laquelle je me suis placé. Donc là ce sont des guerriers, donc je récupère une hache que je vais pouvoir placer sur mon fjord. Alors là je vais me placer par exemple, je sais pas, moi je vais placer ça allez, ici admettons, qu'importe. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je regarde si je peux récupérer un bâtiment. Chaque bâtiment a une contrainte pour être récupéré. La maison c'est la plus simple, si je suis adjacent à une maison, ben, je peux la construire. Je la prends également et puis je peux la construire immédiatement à côté. Immédiatement après avoir construit un bâtiment, je regarde si je réponds à un objectif. Ici on voit l'objectif de la construction, ça me demande une hache, un d'or et une maison qui soient adjacentes, donc autour de cette construction. D'accord. Comme c'est rempli, je retourne et je gagnerai du coup les 5 points car j'ai construit le bâtiment, tout simplement. C'est là où il faut justement essayer d'optimiser votre placement de façon à ce qu'une ressource ou une construction puisse servir à plusieurs objectifs. Les tours, donc je disais les maisons, vous vous placez adjacent, vous récupérez la maison. Pour les tours, il va falloir essayer de relier des 2 tours entre elles pour pouvoir en construire une. Donc vous essayez de créer un chemin entre 2 tours pour pouvoir construire une tour. Le château, il faut juste que vous ayez 4 vikings adjacents entre eux, reliés à un château. Donc là par exemple, si le joueur jaune pose son viking ici, il pourra récupérer le château parce qu'il a bien 4 vikings qui sont adjacents entre eux et il y en a un d'eux qui est adjacent au château. Il récupère le château, il peut le positionner. Peut-être qu'il pourra marquer des points également avec ça. Une fois qu'on a récupéré les ressources, en fait on va avoir une phase où on peut récupérer éventuellement des drakkars qui sont aussi des objectifs de construction. Ces objectifs là permettent d'obtenir différents bonus, soit de valoriser du coup les arbres, ça peut de valoriser les moutons, ça peut de valoriser les constructions, et en fait quand vous le placez, bah, même chose, vous le placez à un endroit et vous allez essayer d'optimiser vos placements de ressources de façon à ce qu'ils puissent au mieux répondre à plusieurs objectifs en même temps. À la fin de la partie, en fait, vous allez gagner des points. Les points vont se multiplier en fonction de ce que vous avez construit en termes de bonus. Si par exemple j'ai construit beaucoup de bonus de tours, je vais essayer de construire des tours pour bonifier ces points-là. C'est des multiplicateurs de points, comme on retrouve dans beaucoup de jeux à souffle de points, donc je ne fais pas le détail. Mais l'idée, ça va être d'optimiser votre prise de ressources avec les prises de construction que vous aurez, de façon à augmenter le bonus de vos points sur chaque construction, que ce soit les maisons, les tours ou les châteaux. Voilà pour loot, j'espère que j'ai été le plus clair possible. J'avais dit le prix pour Lynx qui était de 14 €. Sur loot, on est sur un prix à 28,50. Pour le coup, c'est vraiment cool. Ouais, agréable d'entendre ces prix-là. Qu'est-ce qu'on va avoir pour Evenfall? Evenfall, il est à 55. Voilà pour moi, je laisse la main. Cette semaine, nous avons reçu Littoral, un jeu de Brian Burgoyne. C'est un jeu édité par Randolph. C'est un jeu où on peut jouer jusqu'à 5 personnes pour des parties de plus ou moins 20 minutes, une demi-heure. C'est un jeu assez familial à partir de 8 ans. C'est un jeu dans lequel on va essayer de faire plus de points que les autres joueurs. Pour faire des points, il vous faudra collecter des jetons comme ceci, donc les avoir devant vous dans votre zone de jeu. On n'aura pas besoin de compter les jetons en fin de partie puisque vous ferez une grande pile comme ceci avec tous vos jetons et puis le joueur qui a la pile la plus grande l'emporte. C'est pratique pour savoir immédiatement qui gagne en fin de partie. Comment est-ce que l'on joue? Eh bien, il faut imaginer qu'il y a 2 zones. Nous avons une zone centrale au milieu de la table, c'est la mer, c'est l'océan. Et puis devant chaque joueur, il y a leur zone de jeu, c'est leur littoral. Il faudra donc récupérer des éléments que vous allez placer dans votre littoral. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien, il y a un sachet comme ceci. Vraiment hyper épais, franchement d'excellente qualité. C'est vraiment le jeu que vous allez pouvoir emmener partout, mais je reviendrai sur le matériel à la fin. On va jouer chacun notre tour, et puis quand c'est mon tour, je vais piocher un jeton à l'intérieur, et il va se passer des choses. Alors là, j'ai préparé des jetons sur le côté pour que mon explication soit la plus fluide possible. Donc admettons, c'est mon tour, je vais piocher ceci. On pioche un jeton, et il y a 2 faces, toujours différentes. On va pouvoir les consulter, choisir la face que l'on veut, et puis
poser le jeton. Suivant la face, on va le poser à 2 endroits différents, je vous explique tout ça. Il y aura la face avec la petite flèche comme ceci. Ben, quand il y a la petite flèche, c'est très simple, c'est une ressource qui va être dans l'océan, que tout le monde pourra potentiellement récupérer. Quand je la mets, eh bien je rejoue, c'est ça que veut dire la petite flèche, vous rejouez. Bon ben là j'ai mis un coquillage dans l'océan, et donc je rejoue. Je prends une autre petite tuile. Ici nous avons un Isopode. Un isopode, merci beaucoup. Ça se voit avec ces petites antennes. Ouais. Il est entomologiste à 16 heures perdues donc. Est-ce que je mets le coquillage? Est-ce que je mets l'isopode? Je vais mettre le coquillage. Un zizi top, mais ça c'est très rigolo. Hop là, il y a à nouveau un isotope ou un coquillage. Alors, bon, bah, je mets à nouveau un coquillage. Décidément, j'ai de la chance. Je peux un petit peu continuer à jouer comme ça. Attention, si mon tour s'arrête bêtement, il se peut que j'ai mis des ressources à disposition pour tout le monde et que je n'en bénéficie pas. Donc bon, à un moment, il va falloir prendre peut-être la décision de ramasser quelque chose. Ici, nous avons un crabe et de l'autre côté, un bécasso. C'est pas mal. Je vais quand même mettre le crabe. Je pioche encore une tuile, puisque décidément, là, j'ai mis que des phases qui me permettent de rejouer. Ici, je vais avoir la plage. La plage, il n'y a pas le symbole rejouer, je vais donc la mettre sur mon littoral. Et la plage, elle me permet de récupérer autant de coquillages au centre que de plages que je possède sur mon littoral. Donc là, je posséderai donc une plage, je pourrais récupérer un coquillage. Si plus tard, je récupère une autre plage, je pourrais récupérer jusqu'à 2 coquillages. Il faut qu'il y en ait au moins le nombre correspondant et ainsi de suite. Donc c'est exponentiel, ça peut être très utile. Mais c'est quoi l'autre côté? L'autre côté, c'est des rochers. Je crois que je vais plutôt faire ça. Je mets un rocher, dans l'immédiat il ne se passe rien, ça mène à la fin de mon tour, mais on voit ici qu'il y a un crabe. Pourquoi? Parce que les rochers ce sont des abris pour crabes. Si à un moment ou à un autre j'arrive à prendre un deuxième rocher, je ramasse tous les crabes qu'il y a au centre, absolument tous, et en plus je choisis un joueur qui a un crabe et je lui vole, enfin qui a au moins un crabe, et je lui vole un crabe. On peut un petit peu se chafouiner les uns les autres. À nouveau, pour récupérer des crabes, il faudra que je fasse une nouvelle paire de rochers et ainsi de suite. On va donc comme ceci, chacun notre tour, jouer, puisque là, je passerai le sachet au joueur suivant, jusqu'à que l'on vide le sachet, on fait notre pile, on regarde qui a le plus de points. Alors, je vais quand même vous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut trouver. On va trouver les bécassos, ce sont ces oiseaux bec pointus. Pourquoi est-ce qu'ils ont des becs pointus? C'est pour manger les petits isopodes. Quand il y a un bécasso qui arrive, je sais qu'il y a des isopodes par là, voilà, hop là, et que vous décidez de le jouer chez vous, vous allez récupérer tous les isopodes et vous faites une pile comme ceci. Si plus tard dans le jeu, vous récupérer à nouveau des isopodes avec un bécasso, eh bien ce qui va se passer c'est que on va faire une nouvelle pile qu'on va mettre à côté et on ne gardera que la pile la plus haute. Donc tout le reste vous le jetez. Donc là de stratégie, soit j'essaye de faire rapidement, enfin à un moment ou à un autre dans la partie, une grande pile qui me rapportera plein de points, soit je fais plein de piles de la même taille, donc là par exemple avec un bécasso et 2 isopodes, donc des piles de 3. Et si j'arrive à cumuler les piles de 3, c'est parfait. Si à nouveau par exemple je fais une pile de 2, comme c'est inférieur, je la jetterai, donc c'est pas intéressant. Ce qu'on pourra trouver également, ce sera les vagues. Les vagues, c'est pas mal du tout. La vague, quand vous allez la poser, vous allez pouvoir retourner un jeton de plage. Donc bon, admettons, j'avais une plage, comme ceci, eh bien, je peux choisir de le retourner, et du coup, je dois faire l'effet qu'il y a de l'autre côté, et donc, là, c'est un coquillage que je remets en jeu. En l'occurrence, c'est pas super bénéf pour moi, mais il y a des cas de figure qui peuvent être intéressants. Également, en fin de partie, lorsque une personne aura joué le dernier jeton, la personne qui aura strictement plus de vagues que tous les autres joueurs pourra récupérer tous les jetons qu'il y a dans l'océan. Il y a une petite majorité à les récupérer, ça peut être très intéressant d'avoir des vagues. Voilà donc pour littoral. Je reviens sur le format, le petit sachet en tissu comme ceci, enfin même le gros sachet en tissu, les jetons en bois hyper épais, hyper solide. On a juste envie de l'emmener partout en fait. Ça c'est clairement, c'est sur la table du camping, c'est carrément dans la glacière. J'ai envie de le mettre dans la glacière et aller à la dune du Pilat pour faire une partie de littoral personnellement. Ça peut carrément aussi se jouer, ce qui est intéressant, sur la plage. Directement sur... Alors moi je sens que je vais perdre des jetons dans le sable parce que je suis pas doué, mais sur la serviette de bain c'est carrément une bonne idée. Voilà donc littoral qui a clairement un look de jeu de l'été. On va passer juste ici à Hollywood 1947 qui a moins un look de jeu de l'été, mais quel look quand même. Hollywood, c'est le nouveau jeu de la gamme des Dark Cities de chez Facade Games, distribué par Lucky Duck en France, qui fait la traduction également. Les Dark Cities, c'est cette gamme de jeux qui ont tous un nom de ville. Donc jusqu'ici, on a eu Bristol. Oui. Jusqu'ici, on a eu Tortuga. Tu es très fort. Avec toujours une date que je n'ai pas en tête. Et bien là, c'est Hollywood 1947. Et puis toujours ce look
livre, les petites dorures et en général un petit plateau de qualité. Dans les autres jeux, il y a un petit plateau en néoprène. Bref, le matériel, la qualité du matériel est vraiment au rendez-vous. C'est des jeux qu'on aime bien aborder dans sa ludothèque ou dans sa bibliothèque, carrément, pourquoi pas. Dans Hollywood 1947, eh bien, nous sommes à nouveau dans un jeu à identité cachée. C'est aussi un petit peu la marque de fabrique de cette gamme. Nous sommes en 1947 à Hollywood. Que va-t-on faire? Eh bien, on va faire des films. Parmi nous, il y a d'honnêtes patriotes, mais, il y a également des communistes. Donc en 1947, communistes, ça fait un peu tâche. Les communistes, c'est un peu les loups-garous, des loups-garous de Terre-Soleil, un petit peu. Donc il va y avoir une phase jour-nuit où en fait les communistes vont se reconnaître entre eux. Tout le monde ferme les yeux, rouvre les yeux, donc les communistes savent qui est communiste. Ils vont mordre les capitalistes. Et ils vont pas mordre les capitalistes pour les transformer en communistes, ça se passe pas exactement comme ça. On va faire des films. Potentiellement, on va faire entre 4 et 7 films. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir passer des messages dans les films, sous forme de cartes, je vais vous expliquer tout ça. Et en fait, lorsqu'un film est terminé, suivant la quantité de messages qu'il y a eu plutôt patriote, ce film sera un film patriote. Alors là, tout va bien, on est très content. Hein. Il y aura plein de petits symboles d'aigle, avec des étoiles, USA, USA. Ou alors, les communistes, ces salauds, ont réussi à glisser comme ça des messages de propagande communiste, et donc du coup, ça devient un film communiste. Si une équipe arrive à faire 4 films de son équipe, cette équipe gagne la partie. Okay. Le fait qu'il faut faire un minimum de 4 films, puis ça peut être un maximum de 7. Comment est-ce que ça se joue? Eh bien, en début de partie, on va donc recevoir notre rôle. Hein, est-ce que je suis un patriote, un communiste? On va également recevoir un métier. Ça peut être directeur, ça peut être acteur, etc. Les acteurs, les métiers qui n'auront pas été distribués aux joueurs, ils vont être mis au centre de la table, on y aura accès quand même. On va jouer chacun notre tour et à mon tour j'ai plusieurs options. L'option que je peux faire notamment, c'est de faire l'effet de mon métier. Chaque métier a un effet unique. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a un paquet, ils sont uniques, ils permettent de faire plein de choses, des échanges de cartes, relancer des dés, tout ça. Je vais vous expliquer tout ça. Ce qu'on peut faire également, si mon métier ne me plaît pas, je peux décider de l'échanger avec un autre métier qui est au centre de la table à disposition. Attention, vous n'avez qu'une action, hein, donc vous choisissez parmi les actions que je suis en train de vous décrire. Et ce qu'on peut faire, c'est relancer les dés, parce qu'en fait, devant nous, nous avons des dés, et ces dés ils vont nous donner plus ou moins d'étoiles, et les étoiles, c'est notre pouvoir sur le film, notre pouvoir d'action sur le film. Vous allez vouloir faire en sorte d'avoir des étoiles, vous, et puis vous allez vouloir faire en sorte que les gens en qui vous n'avez pas trop confiance, pour une raison ou pour une autre, ils n'aient pas d'étoiles. Et donc évidemment, il y a des métiers qui vont influencer sur ces lancers de dés. On pourra potentiellement échanger des dés, faire relancer des dés, etc., etc., etc. On va ensuite passer à la phase, une fois qu'on a tous fait nos petites actions, on va faire le film. Okay. On va pouvoir mettre des cartes donc sur une pile. Suivant le nombre d'étoiles que l'on a sur nos dés, on pourra mettre plus ou moins de cartes. Hein. Quand j'ai du pouvoir, je peux faire passer plus de messages dans mon sens à moi. Face cachée, évidemment, tout ça, on rajoute quand même une carte qui vient de la pile pour mettre un petit peu de chaos là-dedans, on mélange. Et puis on vire une carte au hasard pour mettre encore un petit peu plus de chaos. Comme ça, on peut un petit peu s'accuser les uns les autres, glisser des mensonges, des fausses accusations, des vraies accusations, tout ça. Et on révèle, et là, s'il y a une majorité stricte de symboles patriotiques, alors tout va bien, c'est un film hautement patriotique, on est très heureux. Par contre, s'il y a une majorité ou même une égalité, ça va être plutôt du côté des communistes. Donc si c'est du 50-50, c'est pour les communistes. Et là, catastrophe, c'est un film communiste, ça ne va pas du tout. Il y a un rôle qui peut apparaître plus nombreux, c'est le rôle de l'étoile montante qui va essayer de créer un petit peu d'équilibre dans tout ça. Un petit peu comme le marchand de sable dans When I Dream. Ok, d'accord. Voilà. C'est un jeu, je ne l'ai pas précisé quand même, qu'on peut jouer de 1 à 9. Merci beaucoup, j'arrive pas à trouver l'info. Elle est là, l'info, de 1 à 9. Il le conseille à partir de 14 ans. Bon, franchement, si vous êtes habitué à faire du jeu de société, vous pouvez y jouer un petit peu plus tôt. Pour des parties de 20 à 40 minutes, le jeu va vraiment prendre son sens à partir de quel joueur. En fait, les règles que je viens de vous expliquer, c'est les règles classiques. Elles se jouent de 4 à 9. Et pour jouer de 1 à 3, c'est vraiment des ajustements de règles. Très honnêtement, nous en boutique, on va vous le conseiller pour être joué à partir de 4. Comme tout jeu à identité cachée, tout jeu de déduction sociale, ce sera bien plus intéressant si vous êtes plus nombreux. Voilà donc pour Hollywood 1947. Hop, j'ai un dernier petit jeu pour la route. C'est Nine, c'est un jeu de Thomas Favrelière, illustré par Stéphane Escapa. Stéphane Escapa qui d'habitude fait plutôt des animaux mignons et de la bouffe. Et là-dedans, vous ne trouverez ni animaux mignons ni bouffe. C'est un jeu Widica, fabriqué en France à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs.
pour un temps de partie de 20 minutes. Et là, j'ai toutes les infos sous les yeux, elles sont particulièrement lisibles, c'est très agréable. Hop, c'est un jeu avec des cartes de valeurs et de couleurs, sachant que chaque valeur est liée à une couleur pour qu'on puisse l'identifier facilement. C'est un jeu dans lequel on va jouer avec un certain montant de points, en l'occurrence 99 points. À chaque fin de manche, on va noter nos points sur un petit post-it, une petite fiche, et dès lors qu'un joueur va atteindre ou dépasser 99 points, on arrête la partie. Et en fait, la personne qui gagne, c'est la personne qui a le moins de points. Il ne faut pas avoir de points dans ce jeu-là. Comment est-ce qu'on joue une manche? Chaque personne va recevoir 5 cartes. Au hasard, il y a une pioche également. On va jouer chacun notre tour. À mon tour, j'ai deux options. La première option que j'ai, c'est me débarrasser d'une carte ou d'un ensemble de cartes. Puis je pioche une nouvelle carte et je passe au joueur suivant. Le but étant d'essayer d'avoir la valeur la plus basse possible dans sa main. Pourquoi? Parce que l'autre option, c'est quand vous avez 9 ou moins dans votre main, vous pouvez mettre fin à la manche. Je vais y revenir. Par contre, comme je vous le disais, donc, on peut défausser une carte ou un ensemble de cartes. Soit je défausse juste une carte et puis j'en prends une nouvelle, soit je vais défausser un ensemble. Donc ça peut être du double, du triple ou même une suite. Si vous avez 5 cartes qui se suivent, vous pouvez les virer telles quelles. Et ce qui est intéressant, c'est quand par exemple je défausse un ensemble qui est un double, je vire un double 7 par exemple, et que je pioche ma carte de fin de tour, c'est un 7, je peux également la virer avec. Parce que du coup, on considère qu'une sorte de triple que j'ai sorti. Okay. Je reviens au moment où au début de mon tour, plutôt que me débarrasser de cartes et piocher à nouveau, j'ai 9 ou moins dans ma main, je peux dire 9. Et donc là, en gros, je pense que j'ai moins de points dans ma main que les autres joueurs autour de la table. Hop, on monte tous nos cartes, on vérifie. Si effectivement j'ai moins de points que les autres, moi je marque 0 points et les autres ils vont marquer la somme des cartes dans leur main. Par contre, le problème c'est que s'il y a quelqu'un qui a encore moins que moi autour de la table alors que c'est moi qui ai mis fin à la manche, cette personne elle marque 0 points et tous les autres en mangent 25. Donc ça peut être vraiment meurtrier. Voilà, c'est bête comme tout, hein. Nine, les règles sont assez simples, c'est vraiment pour taper le carton en famille, avec des amis, à l'apéro, pourquoi pas, à nouveau un jeu de l'été. Et je vais passer la main à Alice. Coucou YouTube, coucou Alex, me voici pour vous présenter le nouveau Cartaventura. La gamme commence à être bien grande, oui, c'était l'As d'or de 2022, c'est un jeu coopératif ou solo sur la mécanique d'un livre dont vous êtes le héros mais avec des cartes. Ici la nouvelle boîte c'est Résistance, donc chaque boîte il faut le savoir est sur des événements historiques, une période historique, donc tout est historiquement documenté. Là vous pouvez le deviner, Résistance c'est pendant la Seconde Guerre mondiale durant l'occupation. Vous allez incarner une jeune fille qui, 17 ans, on se dirait on est ado, on est insouciant, pas du tout, hein, elle n'est pas dans un contexte historique très propice à l'innocence et au milieu de l'affrosité de la guerre, elle va vouloir se venger. En tout cas, elle veut agir. Donc voilà, vous allez incarner elle et faire des choix pour voir comment elle peut aider la France et ses compatriotes à affronter l'occupation allemande. On enchaîne avec Boba Life, un jeu du coup de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 15 à 25 minutes, c'est 15 € et c'est par le studio Musoka. Voilà, c'est un nouveau studio qui commence à proposer des petits jeux très mignons. Bientôt va sortir un jeu sur les corgis. Vous voyez, je vous l'ai dit d'avance, vous verrez, c'est moi qui le présenterai. C'est par Pascal Bernard. Un cousin? Non. LOL. Illustré par Abigail Tan. C'est un petit jeu du coup où vous allez incarner des baristas de boba. Boba c'est des bubble tea. En fait les baristas c'est des petits Shiba. Voilà. Et vous allez servir des bubble tea à des pandas, qui soient pandas classiques ou des pandas roux. Voilà, ça c'est juste le décorum, c'est très mignon. Voilà, ça c'est dit. Votre but c'est d'être le barista le plus riche du quartier. Donc en gros en réalisant des commandes et en servant vos clients. Vous allez à votre tour, c'est assez simple, hein, le choix c'est soit vous remplissez la pile des bobas, donc en gros vous avez une pioche et vous révélez, soit vous décidez de prendre les 4 derniers, ou moins s'il n'y en a pas 4, dernières cartes boba à avoir été révélées précédemment, voilà. Au-dessus, vous avez une ligne de commande de clients qui vont vous demander certains types de boba et même des petits suppléments, un peu tout ça. Ces suppléments-là, vous allez aussi pouvoir les trouver dans la pioche de boba. Ils appellent ça des toppings, mais en gros c'est des préparations, plus ou moins de sucre, plus ou moins de glaçons, des trucs comme ça. Du coup, quand vous récupérez les cartes, au lieu de remplir la file, vous les mettez devant vous et vous pouvez à ce moment-là vendre vos bubble tea à un ou plusieurs pandas en fonction de si vous avez ce qu'il faut. Si c'est le cas, vous prenez l'argent qui est écrit sur la commande, hop, vous prenez en magnifique billet avec des sourires de Shiba dessus.
magnifique monnaie. Et bah, vous défaussez les bobas utilisés. Par contre, les bobas que vous n'avez pas utilisés, que vous gardez, parce que voilà, ça n'a pas fait de commande, vous les inclinez sur le côté. Ils sont toujours bons. Par contre, au prochain tour, si vous les avez pas encore utilisés, vous les retournez à l'envers. Ça veut dire qu'ils sont périmés et ils vous font perdre de l'argent. Voilà. Sachant qu'en plus, dans la file là, des bobas que vous pouvez révéler, il va y avoir des bobas de base périmés. Ceux-là, bon, bah, quand vous les récupérez, parce qu'à un moment, vous dites, bon, ok, je vais récupérer 4 cartes. Là-dedans, il y en a 3 qui vont me servir de fou. Bon, bah, je fais le compromis. Je prends le boba qui est périmé au milieu. J'ai pas trop le choix. Les autres seront bien contents de vous pourrir la ligne. Et voilà. Vous avez tout le jeu. C'était fort mignon et assez simple. Maintenant, on a... Ouch, ouch, ce que vous voulez. Bref, un jeu qu'on attendait beaucoup depuis, je pense, 2 festivals. Je crois qu'on l'avait vu à Vichy déjà. Oui. Par Romain Catergian et Théo Rivière. Coucou Théo. Illustré par Franck Collado. Donc du coup, c'est chez Atalia, c'est 10 € et c'est de 2 à 5 joueurs à partir de 5 ans et 10 minutes. Alors personnellement, et je crois que ça nous a un peu tous choqués dans l'équipe, c'est à partir de 5 ans. Nous, on y a joué en tant que nous, adultes de vingtaine d'années, trentaine d'années. Voilà. La trentaine d'années, vingtaine d'années, voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, c'est pour les tout petits. En vrai, quand on y pense, oui, effectivement, les plus petits peuvent y jouer. Mais en tant qu'adulte, on s'éclate. Hein. Nous, on s'est éclaté. Qu'est-ce que c'est, Ouch? Eh ben, vous êtes dans le désert. Regardez, il est derrière, il veut y jouer. Je vais y jouer. Il veut y jouer. Mon magnifique assistant. Avance dans ton explication. Voilà. On se promène dans le désert et on veut récolter des magnifiques fleurs sur les cactus. Mais attention à ne pas vous faire piquer. Le but, c'est de faire des collections. Vous avez en gros 3 moyens de faire des collections. Déjà, les fleurs en elles-mêmes, chaque fleur vous rapporte des points. Si vous arrivez à faire des familles de fleurs, donc une fleur de chaque type, vous avez 4 points. Et si vous êtes majoritaire dans les fleurs rouges, vous avez 5 points. Voilà. Comment ça va se passer? Ici vous avez le désert, à votre tour, vous choisissez une carte et vous annoncez de quel côté vous allez la prendre. Par exemple, je n'ai absolument pas préparé mon exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je te jure. Je prends celle-là parce que j'ai envie d'être majoritaire dans les rouges et je dis je vais la prendre par le côté gauche. Ok, alors je la retourne en la prenant du côté gauche. Ah ah, c'est bon, je n'ai touché par hasard. aucun cactus. Imaginons j'avais dit bon allez je l'attrape par là, par la droite. Ok, je l'attrape du coup par la droite. Ah, ouch! Mes doigts sont piqués par des cactus. Et il faut vraiment crier ouch, hein. C'est marqué dans les règles. C'est le plus drôle. Bon, si j'ai été piqué, bah je la défausse. Et on recomplète le marché. Par contre, comme je l'ai fait au tout premier coup parce que je suis trop forte, si je me suis pas fait piquer, je la garde devant moi. Et on complète quand même le marché et c'est au prochain joueur. Vas-y mon cher Antoine. Moi je vais prendre du violet. Par quel... Ah ouais, par là, par là, par là. Par ici et hop. Ah bravo. Sachant que c'est quand même stratégique. Sur les cactus, quand vous avez une fleur, ça veut dire que derrière il n'y a qu'un seul des bords qui est cactusifié, piquant. On voit sur le tien il y a 2 et du coup il y a voilà. Là par exemple il y a 3, c'est plus chaud, ça rapporte plein de fleurs, mais il y a une seule chance sur 4 que je me fasse pas piquer. pas tout le temps vrai. Mais à tout petit. Hop. Petit. Oh. Ah ah, je vous avais dit 3. C'est pas du tout préparé, je suis trop forte. T'as tout calculé. Non, pas du tout. C'est le talent, ok. Donc, il n'y a pas 3 fleurs. Mais en échange, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit fennec trop mignon qui te regarde avec des petits yeux. Et le fennec, il y a 2 animaux dans le jeu qui ont des petits pouvoirs. Le fennec, il va dans ma collection et je peux décider, si je veux, de rejouer. Mais attention, si je rejoue, je vais rejouer, je vais prendre lui. Hop, de ce côté-là. Et voilà. Et là, ouch, je me suis fait piquer. Et je perds. Et celle-là, mon fennec, chaud patate. J'ai perdu 2 cartes, mais j'aurais pu en gagner une de plus. Et voilà, ça c'était le fennec. Maintenant, ça je l'avais préparé, tu vois. Voilà, il y a le serpent. Le serpent, si j'arrive à le récupérer, c'est-à-dire à pas me piquer quand je prends la carte, le prochain joueur, il a la pression, parce que si le prochain joueur, il se pique en récupérant sa carte, il me la donne au lieu de la défausser. Donc je gagne une carte sans effort. Voilà. Cas très rare. Si moi j'ai eu le serpent, le serpent. Si j'ai le serpent et que le prochain a le fennec et que lui il se dit allez je suis chaud, je tente une 2e carte et qu'il se pique, je lui récupère sa carte où il s'est piqué, mais aussi son fennec. Bam, bra. Voilà. Et là je l'ai dépouillé. Précision aussi sur les fleurs rouges. Si jamais oui, attends.
mais arrêtez, oh, mes explications. Les fleurs rouges, si vous vous piquez, parce qu'elles sont majoritaires et du coup ça vous fait des points, elles ont quand même un twist, c'est que si vous vous piquez avec une fleur rouge, vous devez vous défausser d'une autre carte qui était devant vous. Pas forcément une carte rouge, hein, mais ce que vous voulez. Et si vous en avez devant vous, bien évidemment. Si vous en avez pas, bah c'est tant pis. Voilà, maintenant... Autre petite précision, c'est fin de partie. La fin de partie, c'est quand quelqu'un a 8 cartes devant lui ou que la pioche est vide parce qu'on s'est fait piquer comme des gros nuls pendant toute la partie. Voilà, c'était ouch. Et on enchaîne. And welcome behind the comptoir. We have last nouveauté. We have la conquête de Napoléon. Les conquêtes de Napoléon, c'est un jeu de Bruno Lamotte par Fellowship of Simulations, et donc c'est indiqué, un jeu pour 3 à 5 joueurs sur la période napoléonienne. C'est un jeu, hop là, je tourne, un jeu conduit par les cartes, card driven, et non, c'est pas un wargame. On s'attend souvent à des wargames dans cette thématique-là, mais là, en l'occurrence, c'est pas un wargame, c'est un jeu donc conduit par les cartes. Ça veut dire quoi? Eh bien, nous aurons des cartes sur lesquelles il y a des actions, il y a tout un tas de cartes différentes et uniques, et donc il faudra jouer les bonnes cartes actions au bon timing. Il y a même une petite notion également de poste d'ouvrier. On va aller envoyer des émissaires à droite, à gauche pour réaliser nos actions. Donc le jeu est un peu particulier. Il y a une personne qui va jouer Napoléon, et les autres joueurs vont être contre Napoléon et vont jouer la coalition, donc l'Angleterre, la Prusse, la Russie et l'Autriche. Et on va se combattre sur plusieurs domaines. Donc pour gagner des points, en gros, il faudra faire attention aux finances, au moral, à gérer votre société. Et on fera également très attention à la diplomatie et bien sûr aux militaires. Donc soit c'est Napoléon qui gagne, soit c'est la coalition, mais les joueurs qui sont dans la coalition, ils sont contre Napoléon, ils sont plus ou moins ensemble, mais ils ont chacun un objectif secret, et s'ils arrivent à accomplir leur objectif secret, eh ben, ils gagnent individuellement, ce qui est beaucoup plus savoureux, n'est-ce pas? Voilà donc pour les conquêtes de Napoléon. Alors, sur une partie au maximum de joueurs, ça peut durer 3 bonnes grosses heures. Évidemment, ce qui n'est pas énorme non plus quand on voit la quantité de matériel qu'il y a à l'intérieur. Cette boîte pèse 2 fois plus lourde que ce à quoi on s'attend. On peut ralentir, pas du tout, on peut raccourcir le temps de jeu. En fait, le jeu va se jouer en 2 actes, en 2 âges. On peut jouer soit un peu juste avant l'Empire, donc finalement un peu la carrière militaire de Napoléon, soit l'Empire en lui-même, et ça c'est l'acte 2, soit on fait acte 1 et acte 2, on ne peut pas jouer l'acte 2 tout seul. On va donc pouvoir un petit peu, comme ça, gérer son temps de jeu. Voilà donc pour les conquêtes de Napoléon. We have a lot of autres nouveautés. We have The Chronique des Terres Dragons. J'ai fait tomber quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Les goodies. Merci beaucoup. Chronique des Terres Dragons, le numéro 11, ce sont ces petits fascicules qui sont en fait des scénarios pour Donjons et Dragons. Et on les vend plutôt bien, parce que c'est vrai que trouver des petits scénarios pour Donjons et Dragons dans le commerce, c'est pas évident. Et ça, c'est une super proposition. Là, c'est le volume 2 sur 3 d'une trilogie. Donc bien ensuite, le 12 sera la fin de la trilogie, et ensuite ça envoyera sur une autre série de scénarios. On a également reçu en magazine le plateau 165 qui parle de la familia, et dedans il y a les petits cadeaux. Ah, mais c'est ça qui est tombé? Oui. Ah, d'accord. Pour Loot, c'est parfait, qui vient de sortir, et Point City qui ne vient pas de sortir, mais c'est toujours agréable d'avoir des petits goodies à l'intérieur. Plateau, une lecture très très saine. Il y a toujours vraiment des trucs hyper intéressants à lire. Moi j'ai toujours plaisir à lire le plateau quand il arrive à la boutique. Hop, on va se le mettre de côté quand j'aurai le temps à la pause du midi. On a reçu ce avec quoi tu joues depuis tout à l'heure. Les Chachibos. Je sais que depuis tout à l'heure j'essaye de faire l'étoile, la seule forme que d'habitude je sais faire, et ben je ne sais plus la faire. Oui, non mais c'est voilà. Alors pas évident. C'est censé être joli, non en vrai c'est censé être déstressant, et vous pouvez faire des formes trop bien. Alors on en a un depuis un moment, mais il y en a 2 nouveaux. Voilà, c'est des... je sais plus comment ils s'appellent. Il y a Solar et Vapor, mais je sais plus comment ils s'appellent, sinon ils ont un petit nom. De la gamme en gros qui brille. Voilà. Ah, la gamme qui brille. Voilà, donc ça c'est le Solar que j'ai ouvert. Et voilà, c'est très satisfaisant. C'est une sorte de pseudo casse-tête, parce que c'est casse-tête de réussir à faire des formes. On fixe soi-même son objectif, on se dit tiens, je vais essayer de faire le cube. Ah, cet après-midi, on avait les stagiaires, ils se sont chronométrés pour faire. Allez, en 1 minute, tu dois me faire la sphère, le triangle et les inscrire au mondial. Ils sont trop forts. Ensuite, on a Flesh and Blood, nouvelle saison. Mist Vale. Ok.
Part the Miss Veil. Part the Miss Veil, une extension fort mystique dans son ambiance. Donc on avait eu une extension qui était plutôt pour les gros bourrins, c'était Heavy Eaters, pour les brutes, les barbares. Et là on est plus dans la finesse, la magie, l'occultisme, etc. Et ça, on a Seigneur des Anneaux, jeu de cartes, et Horror Arkham, jeu de cartes. Et les deux, ce sont des packs en gros de personnages. Hein. Les uns, c'est des investigateurs, les autres, c'est des héros. Donc voilà, extension pour Ered Mithrin et les dévoreurs de rêves. Et je pense que c'est tout. J'espère qu'on n'a rien oublié. Et prochaine vidéo, c'est le top vente du mois de mai qui arrive très très prochainement. J'aurais pas réussi à faire l'étoile avant la fin de la vidéo. Je suis très déçue de moi-même. Bon. Alors, see you bientôt à Jeu des cartes Bordeaux.